Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît cette image? Ceci est un fromage. Un fromage qui a été dans l'espace, pour être spécifique. C'était une charge utile qui a été mise en orbite par une compagnie qui s'appelle SpaceX, fondée par Elon Musk. Et pour faire leur preuve, SpaceX ont développé un lanceur, Falcon 1, qui a quand même réussi sa mission et mettre un satellite en orbite après 3 échecs. Donc, la 4e tentative a été réussie. Et le coût total de ce projet, à peu près 90 millions de dollars. Et pour leur donner crédit, SpaceX est quand même l'entreprise en ce moment qui offre les meilleurs prix en termes de lancement. Donc, c'est quand même un problème. Dans un monde où on est de plus en plus dépendant de l'information et du big data, il est absolument fondamental qu'on ait accès à l'espace de façon plus régulière, mais surtout de façon plus abordable. Ça va nous permettre de connecter des gens qui n'ont pas accès à Internet. Ça va améliorer leur vie de point de vue équité et progrès. Ça va également nous permettre de mieux comprendre la problématique des changements climatiques, qui est une grosse problématique actuellement. On va pouvoir optimiser nos ressources. Ça va également nous permettre de mieux gérer l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on peut améliorer si on a accès à l'information qui provient de l'espace. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler d'une des problématiques de notre industrie. Faire des fusées, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et ça, je peux vous en parler un tout petit peu aujourd'hui. Depuis à peu près 2 ans, j'ai eu la très belle opportunité de faire de la recherche à Polytechnique avec professeur Étienne Robert, où un des projets sur lesquels on travaille est sur la propulsion fusée. C'est pour réduire les coûts. En fait, c'est une nouvelle technologie pour nous permettre de réduire les coûts d'accès à l'espace. Et depuis 2011, j'ai rejoint Oronos, un groupe étudiant qui a pour but de concevoir, développer, fabriquer et lancer une fusée, une nouvelle fusée à chaque année, afin de participer à une compétition aux États-Unis. Cette compétition-là, ce n'est pas une compétition de qui va le plus vite ou qui va le plus haut, c'est une compétition de précision. Donc, on doit se rendre à une altitude en particulier, une altitude prédéterminée avec le plus de précision possible. Dans ce cas-là, c'est 10 000 pieds pour la catégorie de base et 30 000 pieds pour la catégorie avancée pour cette année. Avec Oronos, on développe absolument toutes les composantes. On développe les fuselages, on développe aussi l'avionique, on développe absolument tout. Et quand j'ai rejoint l'équipe, il était absolument impensable pour nous, mais impensable qu'on ait un moteur qui fonctionne, parce que c'est une tâche qui est très complexe. Mais après 3 ans de recherche et de développement, et après beaucoup de travail acharné, et grâce à la contribution d'une équipe tout à fait formidable, nous avons réussi cet exploit l'année dernière, en octobre. On a fait nos premiers tests, ça a été un succès. Et on espère, dans quelques mois, avoir un moteur fonctionnel pour qu'on puisse l'incorporer dans notre fusée pour cette compétition de cette année. Et pour vous dire, on a quand même remporté cette compétition 3 ans de suite, entre 2012 et 2014. On détient les 2 records de précision dans les 2 catégories, donc je pense qu'on sait un peu qu'est-ce qu'on fait. La question qui revient toujours, c'est pourquoi est-ce que ça coûte si cher de lancer des fusées? Pourquoi ça coûte si cher d'aller dans l'espace? Les coûts sont quand même variables d'une fusée à l'autre, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas accessible à tous. En fait, au-delà des structures et au-delà de l'avionique et des systèmes au sol, c'est vraiment l'architecture du système de propulsion qui impose les coûts et qui impose beaucoup de choses par la suite. Ces moteurs-là sont quand même assez complexes. Par contre, le fonctionnement d'une fusée, en principe, est quand même très, très simple. Comme on sait tous, puisqu'il n'y a pas d'oxygène dans l'espace, nous avons besoin d'apporter de l'oxygène pour que la fusée puisse fonctionner. Donc, nous avons un oxydant, un carburant. Les 2 réagissent ensemble. Ça crée de la température. En fait, c'est une combustion. Ça crée de l'énergie thermique. Cette énergie thermique est convertie en énergie mécanique. On a de la poussée, et c'est aussi simple que ça.
Mais c'est vraiment l'ingénierie derrière qui est très complexe. C'est l'aspect technique qui est très complexe. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Nous pouvons avoir un oxydant solide et un carburant solide. Ça ressemble un peu à un gros feu d'artifice. C'est ce que la NASA avait utilisé pour les boosters. En fait, c'est un peu ce qui ressemble à des crayons autour de la navette spatiale. Ces moteurs-là sont les plus simples à développer et c'est aussi des moteurs qui donnent beaucoup de poussée dans une très courte période de temps. Et c'est à peu près ça qu'on a besoin, puis c'est exactement pour ça qu'on développe les fusées. Une autre option, ça serait d'utiliser un oxydant liquide et un carburant liquide. Ces moteurs sont de loin les plus utilisés en industrie. C'est aussi les plus complexes, mais aussi les plus performants. Au-delà du coût et au-delà de la performance, il faut quand même garder en compte qu'il y a certaines problématiques qu'on n'a pas réussi à résoudre pour ces moteurs-là. Entre autres, l'instabilité de combustion. Donc, on doit faire beaucoup de tests et ça augmente les coûts de développement, le coût de tout le processus, en fait. Il faut garder en tête qu'actuellement, les fusées, à part quelques exceptions près, elles ne sont pas réutilisables. Donc, pour mettre un satellite en orbite, la fusée décolle, le satellite est mis en orbite, le carburant et l'oxydant sont consommés, et la fusée s'écrase dans l'océan. Ça s'arrête là. Donc, ces belles merveilles de technologie sur lesquelles on met beaucoup d'heures de travail et beaucoup d'argent se retrouvent dans les fonds des océans avec les poissons. C'est un peu comme si chaque fois que vous voulez partir en vacances, en Europe, on va dire, plutôt que d'acheter un billet d'avion, vous devez acheter l'avion complet. Je ne parle pas de tous les billets d'avion. Non, c'est vraiment un avion que vous devez faire sur mesure, faire concevoir, fabriquer, développer, tester, certifier, juste pour que vous puissiez partir en vacances, à chaque fois et à chaque fois. Mais maintenant, si on pouvait passer de ça à ça. Ceci est un moteur hybride. Dans le cas de cette image, le carburant est sous forme solide et l'oxydant est sous forme liquide. Le carburant, c'est la partie transparente qui brûle et l'oxydant, c'est ce qui est injecté par le tube. Ces moteurs-là ont été développés dans les années 30 en Union soviétique. Il y a eu un regain d'intérêt dans les années 90 grâce à la découverte d'un nouveau type de carburant par des chercheurs à l'Université Stanford. Ces moteurs offrent les avantages des deux technologies qu'on a couvertes précédemment. Ils sont simples, comme les moteurs solides, mais ils offrent aussi des performances qui sont assez comparables aux moteurs liquides. Un des avantages notables, et qui en fait vraiment une option intéressante, c'est vraiment le coût. Le coût de développement de ces moteurs est un peu moins élevé que les autres. Cette technologie-là a encore un peu de chemin à faire pour que ça puisse propulser des fusées quotidiennement dans l'espace. Par contre, ça devient de plus en plus une option intéressante, étant donné l'aspect coût. Richard Branson, avec leur dernière entreprise, Virgin Galactic, ont utilisé un moteur qui est similaire pour leur dernière étape. Donc, je peux vous le dire avec certitude que le potentiel de cette technologie peut vraiment faire en sorte que ça devienne une innovation de rupture. Imaginez maintenant un monde où aller passer des vacances, on pourrait aller sur la Lune, passer le jour de l'an et Noël, où on pourrait aller dans l'espace pour une fin de semaine pour voir un peu ça ressemble à quoi. Et pour ceux qui ont une bonne tolérance au risque, eh bien, vous pourrez aller sur Mars, passer quelques jours, découvrir un peu. Et vous pourrez en revenir pour nous en parler. C'est vraiment quelque chose qui va arriver et ce n'est qu'une histoire de temps. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de ma présentation aujourd'hui, c'est que ça va arriver. Et un jour, quelqu'un de vous aura l'opportunité d'aller dans l'espace. Le coût de lancement sera tellement bas que ça sera une possibilité. Et s'il y a une deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce sera des entreprises montréalaises qui vont faire la différence. Merci beaucoup.